Bonjour, bonjour à tous. Alors, faire danser un éléphant, c'est le titre qu'avait donné Lou Gerstner, alors président d'IBM, à un livre où il racontait comment il avait réussi à redresser la barre et faire d'IBM, que tous les experts à l'époque s'accordaient à considérer comme terminé, l'un des premiers groupes informatiques dans le monde. Avec ce titre provoquant, il mettait volontairement l'accent sur ce qui lui avait permis de vaincre. Il s'agit de la souplesse, de la flexibilité, de l'agilité. L'avantage, bien sûr, est aux attaquants, mais pas à tous les attaquants, à ceux qui attaquent le plus vite, le plus rapidement. L'avantage est aux colosses qui ont les pieds agiles. Et la mixité, parce qu'elle permet à des points de vue différents, à des compétences complémentaires de s'exercer, le favorise. Alors bien sûr, ce n'est pas parce qu'on le dit que les dirigeants en sont convaincus. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré que la mixité est un facteur de performance que les entreprises s'engagent et qu'elles décident d'agir sur le sujet. C'est pourquoi, en préparant cette intervention, j'ai d'abord regardé quelles étaient les prises de position des dirigeants du BTP sur le sujet. Et là, j'ai vu que vous faisiez partie des précurseurs. Je dois dire, ça m'a un peu étonnée parce que ce n'est pas l'image que j'avais du BTP. Et j'ai découvert qu'en fait, il y a déjà plus de 15 ans, la Fédération française du BTP avait affiché pour objectif de tripler le nombre de femmes dans le BTP. Et dernièrement, donc en mars de cette année, le président de la FFB déclarait, je cite, « L'engagement grandissant des femmes dans la profession représente un réel atout pour la performance, l'image et la pérennité des entreprises de notre secteur. » Bon. Vous faites donc partie des secteurs qui se sont mobilisés tôt sur le sujet, même plus tôt que beaucoup d'autres secteurs industriels en France. Alors, quelles en sont les conséquences par rapport à d'autres secteurs scientifiques et techniques? C'est ce que je vous propose de regarder dans un premier temps. Puis ensuite, je terminerai cette présentation par une évocation rapide de ce qui me semble être les fonctions clés d'un réseau de femmes aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je propose de regarder ce qui se passe de façon générale pour les femmes dans les métiers scientifiques et techniques. Depuis 15 ans, depuis déjà plus de 15 ans, des organisations aussi diversifiées que le Parlement européen, l'OCDE, même le Forum de Davos, tirent la sonnette d'alarme sur ce qu'on appelle le gender gap. Il n'y a pas assez de femmes dans les métiers scientifiques et techniques. Malgré ces alertes, on a vu un fossé se creuser rapidement entre les pays de l'OCDE et les pays dont le développement économique est rapide. Alors que dans la plupart des pays occidentaux, des économies occidentales, on voit que la proportion de femmes reste scotchée à 32%, elle décolle dans les pays dont l'économie évolue rapidement. Par exemple, en Asie du Sud-Est, elle est passée en 10 ans de 30 à 35%, mais aussi plus près de nous, en Europe de l'Est, elle est passée de 19% à 36%. Donc ça change autour de nous et nous, on est en train de se laisser dépasser. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il se passe qu'un nombre insuffisant de femmes s'orientent vers les filières scientifiques et techniques dans la plupart des pays occidentaux parce qu'il y a une sorte de défaut d'attractivité, un manque d'attractivité auprès de ces jeunes femmes. Et ce manque d'attractivité, il tient à bien des raisons différentes, mais je vais en regarder deux avec vous. Il y a d'abord le poids des préjugés, le poids des stéréotypes. Et on en trouve une illustration toute simple. À votre niveau, je suis sûre, regardez autour de vous. Les parents qui offrent des jeux scientifiques, même de mécanique ou de construction à leurs filles, vous en connaissez beaucoup? Non. Voilà, première traduction, et je pourrais continuer la liste comme ça assez longuement. Mais ce manque d'attractivité, il tient aussi à d'autres raisons, des raisons plus lourdes, des raisons plus graves. Il tient au fait qu'être une femme dans les filières scientifiques et techniques, majoritairement masculin donc, c'est pas simple, c'est pas facile. Et là, il y a trois choses qui font que ça n'est pas facile. D'abord, la gestion de carrière, ou on pourrait plutôt dire l'absence de gestion de carrière, ce que certains appellent le plancher collant, on n'arrive pas à monter, ou encore le plafond de verre. Deuxième point,
la difficulté à concilier les exigences de la vie professionnelle et de la vie privée. Dès lors qu'on a une famille, c'est pas facile. De rester à des réunions qui parfois durent jusqu'à 7h, 8h, 9h, 10h du soir. C'est pas facile. Et dernier point, l'isolement. Ça, c'est un point qui est très caractéristique de la situation des femmes dans les métiers scientifiques et techniques. Elles sont peu nombreuses, elles sont isolées. Et c'est ce qui fait qu'on observe dans les métiers scientifiques et techniques exclusivement un taux d'attrition élevé, c'est-à-dire que des femmes, après 35 ans, souvent quittent ces métiers scientifiques et techniques qu'elles ont pourtant embrassés avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt. Alors maintenant, regardons comment se traduit dans les faits ce manque d'attractivité que j'évoquais à l'instant. Tout d'abord, en France, comme dans la plupart des pays de l'OCDE, c'est ce que je vous disais, les femmes sont minoritaires, 34%, un petit peu mieux que la moyenne worldwide que j'ai évoquée à l'instant, mais pas beaucoup mieux. Et puis, quand on regarde de façon un peu plus précise, dans les métiers techniques, par exemple filière production, dans les BTS, on est toujours avec des proportions de femmes inférieures à 25%. Alors, quand on regarde d'autres filières, ça sera par exemple les sciences fondamentales ou les sciences de la nature, là, ça monte jusqu'à 39%. Mais hop, on retourne du côté des ingénieurs, schlac, ça retombe à 28%. Donc, pas très positif. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que dans certaines filières, telles que le numérique, par exemple, la proportion de filles ces dernières années a tendance à diminuer. Or, ce sont des filières en ce moment où ça recrute et où on a besoin d'elles. Donc, on est globalement dans un environnement qui n'est pas extrêmement positif. Mais que se passe-t-il dans la construction ? Dans la construction, c'est exactement l'opposé. On regarde ici l'évolution des effectifs. Ici, nous avons intégré les spécialisations suivantes: génie civil, mines et carrières, topographie, bâtiment construction et bâtiment finition. Et comme vous le voyez, la proportion de filles qui, ces 5 dernières années, se sont orientées vers ces spécialités a augmenté de 83%. Et dans des spécialités qui sont parfois très très étonnantes. Par exemple, les filles qui ne représentaient que 12% des diplômés BTS mines et carrières en 2008 en représentent maintenant 40%. Donc il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer, il y a une vraie dynamique qui est à l'œuvre. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par le fait que cette croissance de filles qui est supérieure à la croissance du nombre de jeunes qui s'orientent de façon générale vers la construction fait que leur proportion augmente. On passe de 9% à 15%. Bon, ce n'est pas le Pérou, les femmes sont encore quand même très minoritaires, mais malgré tout, c'est un beau progrès. Alors moi, je vois 2 explications à cette progression. D'abord, il y a quand même clairement un rôle décisif de la FFB qui, par sa campagne en 2005-2006, campagne sur le bâtiment vous va si bien, a certainement déclenché des vocations. Puis un autre élément aussi qui est le fait que maintenant, le thème de l'environnement, le thème du développement durable chez vous est clé. Et ça, ce sont des sujets qui sont extrêmement porteurs auprès des jeunes et plus spécifiquement des jeunes femmes aujourd'hui. Donc je pense que ça va se poursuivre. Maintenant, si on regarde du côté des ingénieurs, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une évolution similaire. Alors, le ministère de l'Éducation nationale ne produit pas de données par spécialité pour les ingénieurs. Donc là, je travaille à partir de données qui sont issues d'un partenariat qu'on a mis en place avec Ingénieurs et Scientifiques de France, où nous regardons les femmes ingénieurs en activité en fonction de leur diplôme. Et là, comme vous le voyez, les femmes qui sont diplômées génie civil, mines et géologie, leur proportion augmente de façon importante, elle augmente de 48%. Donc on a là aussi une très belle dynamique. Alors maintenant, est-ce que ça suffit ? Je parlais au tout début de pénurie. Est-ce qu'il y a vraiment une pénurie ? On pourrait en douter quand même. Hein. Parce que quand on regarde la conjoncture économique, qui n'est pas franchement très très bonne dans le BTP, mais dans tous les secteurs de l'économie, mais enfin le BTP n'y échappe pas. Quand on lit ce qu'a dit il n'y a pas très longtemps aussi le président de la FFB qui déclare que le BTP a perdu 100 000 emplois, il est permis d'en douter. Peut-être que finalement, il y a trop de filles maintenant qui s'orientent vers le BTP et la construction. Peut-être qu'on n'en a pas besoin.